Les Pays-Bas figurent parmi les territoires les plus étranges de la carte européenne. Vus du ciel, ils apparaissent comme une terre ordonnée avec une précision mathématique, canaux rectilignes, champs parfaitement délimités, villes denses, ports colossaux et côtes protégées par des ouvrages qui semblent disproportionnés par rapport à la taille du pays. Mais derrière cette image paisible se cache une réalité inquiétante. Une grande partie du territoire néerlandais se situe au niveau de la mer, voire en dessous, et des millions de personnes vivent dans des zones qui, sans digues, dunes, écluses et stations de pompage, seraient exposées à des inondations catastrophiques. Pourtant, le pays continue de fonctionner comme si cette menace était invisible. Trains, autoroutes, quartiers modernes, serres, aéroports et ports prospèrent dans un paysage qui, de par sa nature même, devrait être extrêmement vulnérable. Mais comment les Pays-Bas peuvent-ils vivre sous le niveau de la mer sans être inondés? Les Pays-Bas ne sont pas simplement un pays de plaine, c'est un delta. Leur territoire européen se situe à la confluence de grands fleuves, comme le Rhin, la Meuse et l'Escaut, qui se jettent dans la mer du Nord après avoir traversé une grande partie du continent. Le pays reçoit donc l'eau simultanément de deux sources. D'un côté, la mer exerce une forte pression avec les marées, les tempêtes et les vagues. De l'autre, les fleuves charrient d'énormes volumes d'eau depuis l'intérieur de l'Europe. À cela s'ajoutent des précipitations abondantes, des sols meubles, des phénomènes d'affaissement et une très forte densité de population. Le nom même du pays en révèle la clé. Nederland signifie « terre basse ». Ce n'est pas une métaphore. Une grande partie de l'ouest et du nord des Pays-Bas est constituée de plaines, de sédiments fluviaux, d'anciens marais, de tourbières asséchées et de terres gagnées sur la mer. Pendant des siècles, les habitants n'ont pas seulement occupé les terres disponibles, ils les ont façonnées. Ils ont asséché des lacs, entouré les plaines inondables de digues, extrait l'eau à l'aide de moulins, puis de pompes, et transformé les surfaces d'eau en terres cultivables. Ce processus a donné naissance au polder, un élément essentiel du paysage néerlandais. Un polder est une étendue de terre entourée de digues où le niveau de l'eau est artificiellement régulé. Il peut se situer en dessous du niveau de la mer, d'une rivière ou d'un lac voisin. Pour le maintenir au sec, les eaux de pluie, d'infiltration ou de drainage doivent être évacuées par des canaux et des pompes. C'est une terre qui existe grâce à tout un système mis en œuvre pour la préserver de l'humidité. Au Moyen Âge, de nombreuses communautés néerlandaises commencèrent à s'organiser pour répondre à ce besoin. La protection des terres basses exigeait une coopération. Une digue mal entretenue n'affectait pas seulement une famille, mais tous ceux qui vivaient en aval. Cette pression environnementale donna naissance à d'anciennes institutions de gestion de l'eau, les waterschappen ou offices de l'eau. Leur rôle était de collecter des fonds, de coordonner les travaux, d'entretenir les digues et de décider de la gestion des canaux et des niveaux d'eau. Sur un territoire vulnérable, la gestion de l'eau ne pouvait reposer sur des initiatives ponctuelles. Elle nécessitait une continuité. La lutte contre l'eau était aussi une lutte contre l'affaissement des sols. Dans plusieurs régions, le drainage des tourbières et des zones humides compactait et abaissait le terrain. Ce qui semblait au départ une victoire sur l'eau pouvait créer une nouvelle vulnérabilité. Plus on drainait de terre, plus le niveau du sol baissait. Et plus le niveau du sol baissait, plus les terres dépendaient des digues et des pompes. Les Pays-Bas n'ont pas seulement construit des défenses contre la mer. Ils ont construit un mode de vie sur un territoire qui se transforme lentement sous leurs pieds. C'est là le paradoxe central. Le pays n'est pas aride par nature, mais parce qu'il dispose d'infrastructures permanentes pour contrer des processus naturels incessants. L'eau s'écoule, s'infiltre, monte, retombe, érode, transporte des sédiments et cherche de nouveaux chemins. La réponse néerlandaise consiste à anticiper ces mouvements avant qu'ils ne dégénèrent en catastrophe. L'image classique des Pays-Bas est celle d'une digue. Bien que cette image soit incomplète, elle n'en demeure pas moins essentielle. Les digues sont des barrières de terre, de sable, d'argile, de pierre, d'asphalte ou de matériaux modernes qui séparent les zones habitées de l'eau. Leur fonction première semble simple, empêcher l'eau de passer. Mais en réalité, ce sont des structures complexes qui doivent résister à la pression hydraulique, à l'érosion, aux infiltrations internes, aux vagues, au tassement du sol et aux tempêtes extrêmes. Une digue ne cède pas seulement lorsque l'eau la franchit. Elle peut aussi s'effondrer de l'intérieur. Si l'eau s'infiltre à travers la digue ou sous ses fondations, elle peut entraîner des particules de sol et créer des canaux internes. Ce phénomène, appelé renard, peut fragiliser la structure jusqu'à la ruine. C'est pourquoi l'entretien des digues néerlandaises ne se limite pas à la simple vérification de leur hauteur. Il comprend des capteurs, des inspections, des analyses géotechniques, des renforcements et une surveillance attentive des moindres signes, tels que les fuites, les déformations ou les zones molles. Outre les digues artificielles, les dunes côtières jouent un rôle crucial.
Sur plusieurs portions du littoral néerlandais, les dunes constituent une défense naturelle contre la mer du Nord. Elles apparaissent comme de simples amas de sable, mais fonctionnent comme une réserve de matériaux flexibles. Lors d'une tempête, les vagues peuvent éroder une partie de la dune. Cette érosion n'est pas toujours synonyme de rupture. La dune absorbe l'énergie, se déforme et protège son intérieur. Elle peut ensuite se reconstituer naturellement ou par apport artificiel de sable. Le réensablement des plages et des dunes est une technique fondamentale. Au lieu de construire de simples digues rigides, les Pays-Bas déposent du sable à des points stratégiques afin que les courants, le vent et les vagues redistribuent le matériau. Cela renforce le littoral sans le transformer en une barrière de béton. Cette stratégie reconnaît que la mer n'est pas un adversaire statique. Un littoral dynamique doit pouvoir évoluer, mais dans des limites contrôlées. Les polders complètent cette logique défensive initiale. Dans un polder, l'eau est gérée comme si le terrain était une grande baignoire inversée. Tout ce qui y entre doit être évacué. Auparavant, les moulins à vent étaient le moteur de ce système. Leur image est devenue indissociable du paysage néerlandais, car, pendant des siècles, ils ont fonctionné comme des machines hydrauliques. Ils remontaient l'eau des canaux inférieurs vers les canaux supérieurs, jusqu'à ce qu'elle puisse être déversée dans les rivières, les lacs ou la mer. Au fil du temps, les pompes à vapeur, diesel et électriques, ont remplacé les moulins à vent, mais leur fonction est restée la même. Un polder moderne est équipé de canaux de drainage, de stations de pompage, d'écluses, de niveaux d'eau définis et d'une équipe de gestion qui décide de la quantité d'eau à retenir ou à relâcher. L'objectif n'est pas toujours de laisser le sol aussi sec que possible. En agriculture, en milieu naturel et en milieu urbain, le niveau d'eau doit être équilibré. S'il baisse trop, le sol peut s'affaisser ou se dégrader. S'il monte trop, des inondations localisées se produisent. La précision est donc essentielle. L'histoire moderne de la gestion de l'eau aux Pays-Bas a été marquée par une seule nuit. Entre le 31 janvier et le 1er février 1953, la conjonction d'une tempête en mer du Nord, d'une marée haute et d'une pression atmosphérique extrême a provoqué une crue dévastatrice des côtes néerlandaises, belges et britanniques. En Zélande et dans d'autres régions du sud-ouest, de nombreuses digues ont cédé. L'eau a déferlé avec une force dévastatrice. Des villages entiers ont été isolés. Maisons, fermes et routes ont disparu sous les eaux. Plus de 1800 personnes ont péri aux Pays-Bas. Les inondations de 1953 n'étaient pas seulement une catastrophe naturelle. Elles ont constitué une révélation technique et politique. Elles ont démontré l'inadéquation des systèmes de défense existants pour un pays moderne, densément peuplé et d'importance économique stratégique. Elles ont également soulevé une question troublante: si une tempête pouvait rompre tant de digues en une seule nuit, qu'adviendrait-il à l'avenir avec des littoraux plus urbanisés, des infrastructures plus coûteuses et une mer de plus en plus imprévisible? La réponse fut le plan Delta, l'une des plus grandes transformations hydrauliques du XXe siècle. L'idée centrale était de réduire la vulnérabilité du sud-ouest des Pays-Bas en fermant ou en contrôlant plusieurs chenaux, estuaires et bras de mer. Au lieu de défendre chaque kilomètre de littoral intérieur par de longues digues exposées, le pays cherchait à raccourcir sa ligne de défense. Un littoral moins vulnérable signifiait moins de points faibles. De ce programme sont nés les travaux du Delta, un ensemble de barrages, digues, écluses, barrières anti-tempête et portes anti-inondation principalement réparties en Zélande et en Hollande méridionale. Ces ouvrages ont transformé le paysage du pays. Certains ont fermé des bras de mer, d'autres ont permis de réguler le débit de l'eau. Ensemble, ils ont réduit le risque d'inondation dans une région historiquement exposée à la mer. Le projet le plus emblématique est le barrage de l'Escaut oriental Oosterscheldekering. Initialement, la fermeture complète de l'estuaire a été envisagée. Cependant, cette solution aurait détruit une grande partie de l'écosystème de marée et affecté des activités telles que la pêche et la conchiliculture. La décision finale a été plus complexe: construire une barrière mobile pouvant rester ouverte en conditions normales et se fermer en cas de fortes ondes de tempête. Cette solution a permis de préserver une partie du mouvement naturel des marées, tout en assurant une protection. Le barrage de l'Escaut oriental illustre une caractéristique essentielle du modèle néerlandais. L'ingénierie ne se contente pas de s'interroger sur la manière d'arrêter l'eau, mais aussi sur les conséquences de cet arrêt. Fermer un bras de mer peut protéger une ville, mais cela peut aussi modifier les sédiments, la salinité, la faune, la flore et l'économie locale. La lutte contre les inondations n'est jamais purement mécanique. Chaque projet bouleverse un écosystème. Le plan Delta a transformé les Pays-Bas en un laboratoire mondial de défense côtière. Mais il a également transmis un enseignement moins visible. Après 1953, le pays a compris que la lutte contre une catastrophe ne se limite pas à la réaction du terrain. Elle se prépare des décennies à l'avance, grâce à la planification de scénarios, à la réglementation, au budget, aux institutions et à un entretien continu.
La sécurité a cessé d'être une mesure réactive pour devenir un enjeu de politique nationale. Parmi les ouvrages les plus impressionnants du système néerlandais figure le Maeslandkering, une barrière mobile située près de Hoek van Holland, à l'entrée du Nieuwe Waterweg, nouvelle voie navigable. Sa fonction est de protéger la région de Rotterdam et une partie de la Hollande méridionale des violentes tempêtes venant de la mer du Nord. L'importance de cet ouvrage apparaît clairement lorsqu'on considère ce qui se trouve derrière lui, le port de Rotterdam, l'une des plateformes logistiques les plus importantes d'Europe, ainsi que des villes, des industries, des routes et des zones densément peuplées. Le Maeslandkering n'est pas un mur fixe. Il se compose de 2 immenses portes courbes, chacune reliée à des bras métalliques gigantesques. En temps normal, les portes restent ouvertes sur les cales sèches latérales, permettant ainsi le passage des navires à destination et en provenance du port. Lorsqu'une combinaison dangereuse de marées et de tempêtes est prévue, le système peut fermer la voie navigable. Les portes flottent jusqu'au centre du chenal, se remplissent partiellement d'eau, puis descendent jusqu'à reposer sur le fond. À ce moment précis, la mer se trouve face à une porte fermée. La taille impressionnante de l'ouvrage est presque inimaginable. Il ne s'agit pas d'une simple porte industrielle, mais d'une machine aux dimensions d'un monument. Sa conception devait résoudre un problème apparemment contradictoire, protéger une région vulnérable, sans bloquer définitivement l'un des principaux axes maritimes du continent. Un barrage fixe aurait été plus simple, mais il aurait perturbé l'activité portuaire. La solution retenue un système de défense qui se déploie uniquement en cas de besoin. Ce principe se répète dans différentes régions des Pays-Bas. Des barrières mobiles permettent aux habitants de vivre avec l'eau en temps normal et de s'en isoler lors d'événements extrêmes. C'est une ingénierie de la présence intermittente. Le pays ne vit pas en permanence derrière un mur fermé, mais derrière un système capable de se configurer différemment. Le fonctionnement de ces barrières repose sur la confiance accordée aux modèles météorologiques, aux capteurs, aux communications, aux protocoles et à l'automatisation. Le danger réside non seulement dans la force de l'eau, mais aussi dans le moment précis de l'intervention. Fermer trop tard peut être fatal. Fermer trop tôt peut perturber la navigation, l'économie et les cours d'eau. C'est pourquoi la gestion d'une barrière ne se résume pas à une simple décision visuelle. Elle dépend des prévisions du niveau de la mer, du vent, de la pression atmosphérique, du débit des rivières et des marges de sécurité. L'ingénierie néerlandaise s'apparente ici à une forme d'anticipation. Le système n'attend pas que l'eau atteigne la ville, il calcule son arrivée avant même qu'elle ne se produise. Et ce calcul doit être suffisamment précis pour justifier le déplacement de machines gigantesques. Il y a quelque chose de presque mystérieux dans cette normalité. Des millions de personnes dorment, travaillent et voyagent dans des régions qui dépendent de portes monumentales, souvent invisibles au quotidien. Le pays fonctionne grâce à ces structures, prêtes à intervenir pendant quelques heures critiques qui peuvent décider du sort de régions entières. Si les grands barrages attirent l'attention, la survie quotidienne des Pays-Bas repose sur une infrastructure moins spectaculaire, le drainage. Un pays de faible altitude n'est pas seulement inondé par la mer, il peut aussi l'être par la pluie, les infiltrations, les nappes phréatiques et les rivières saturées. Dans de nombreux polders, l'eau n'a pas d'exutoire naturel car le terrain est plus bas que le canal, la rivière ou la mer environnant. Pour l'évacuer, il faut la surélever. Les stations de pompage sont au cœur de ce système. Certaines sont petites et locales, d'autres sont d'immenses installations capables de déplacer des volumes d'eau considérables. Leur rôle est de maintenir des niveaux d'eau précis dans les réseaux de canaux. Lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle sur les toits, les rues, les champs et les routes. Une partie s'infiltre dans le sol, une autre s'écoule dans les fossés et les canaux. De là, le système la dirige vers des stations qui la pompent vers des plans d'eau plus élevés. Ce réseau fonctionne comme un système de circulation artificielle. Les canaux ne sont pas de simples éléments du paysage ou des itinéraires touristiques. Ce sont de véritables artères hydrauliques. Ils permettent le stockage, la distribution et l'évacuation de l'eau. Dans des villes comme Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Leiden, les canaux font partie intégrante de l'identité urbaine, mais aussi d'une longue histoire de gestion de l'eau. Derrière leur apparence paisible se cache une logique de niveau, d'écluse, de drainage et de régulation. La complexité s'accroît, car toute l'eau n'a pas besoin d'être évacuée immédiatement. En période de sécheresse, les Pays-Bas doivent également préserver l'eau douce. Ce même pays qui craint les inondations peut souffrir de sécheresse, de salinisation et de pénurie d'eau pour l'agriculture, la nature et l'industrie. Si une trop grande quantité d'eau douce est rejetée dans la mer, une pénurie peut survenir en été. Si une trop grande quantité d'eau salée pénètre par les rivières ou les canaux, les cultures, les écosystèmes et les ressources en eau sont affectés. La gestion de l'eau est un équilibre délicat entre excès et déficit. Le changement climatique complexifie cet équilibre. Des pluies intenses peuvent submerger les systèmes urbains en très peu de temps.
Les étés secs peuvent faire baisser le niveau des cours d'eau et accroître l'intrusion d'eau salée. La montée du niveau de la mer accentue la pression sur les écluses et les ouvrages de protection contre les inondations. L'affaissement des sols accentue le décalage entre les terres habitées et le niveau de l'eau. Le défi ne consiste plus seulement à construire plus haut, mais aussi à gérer des systèmes de plus en plus variables. La technologie est utile, mais elle ne remplace pas la maintenance. Un canal obstrué, une pompe défectueuse, une vanne mal coordonnée ou une digue fragilisée peuvent engendrer des problèmes locaux. C'est pourquoi la sécurité des Pays-Bas repose sur des procédures rigoureuses, mesures, inspections, nettoyage, réparation, mise à jour des normes et simulation de scénarios. Les infrastructures hydrauliques sont un processus continu. Chaque génération hérite des ouvrages précédents et doit les adapter aux nouvelles menaces. C'est l'une des clés, moins visibles, du succès néerlandais. Nombre de pays construisent de grands ouvrages après une catastrophe. Les Pays-Bas ont, quant à eux, développé une culture de la gestion quotidienne. L'eau n'est pas seulement maîtrisée par des monuments de béton et d'acier. Elle l'est aussi grâce à des budgets annuels, des techniciens spécialisés, des régies, des eaux, des capteurs, des cartes, des protocoles et une attention nationale portée à chaque détail. Pendant des siècles, la réaction intuitive face à l'eau a consisté à construire des digues plus hautes pour la contenir. Cette logique a permis de préserver des territoires, mais elle a aussi ses limites. Lorsqu'un fleuve est retenu par de hautes digues, l'eau ne disparaît pas. Elle coule simplement plus haut et avec une pression accrue. En cas de crue extrême, la rupture des digues peut être dévastatrice. De plus, en empêchant le fleuve d'utiliser ses plaines inondables naturelles, on réduit l'espace disponible pour absorber les débits exceptionnels. À la fin du XXe siècle, les Pays-Bas ont été confrontés à une série de crues fluviales alarmantes. La menace ne venait pas de la mer, mais des fleuves. La réponse la plus novatrice a été le programme « De la place pour le fleuve ». Son principe a changé la donne. Au lieu de se demander seulement comment contenir l'eau, il s'agissait de se demander où lui permettre de s'étendre en toute sécurité. Le programme comprenait des mesures telles que le déplacement des digues vers l'intérieur des terres, l'abaissement des plaines inondables, la création de chenaux secondaires, l'approfondissement des lits des fleuves, la suppression des obstacles et la réservation de zones où l'eau pouvait occuper de l'espace sans détruire les villes. Cette stratégie ne consiste pas à se soumettre au fleuve, mais à orienter son expansion vers des zones préparées. Lors d'une crue, l'eau a besoin de volume. Si toute la zone est enclavée, urbanisée et protégée par des digues, le niveau du cours d'eau monte. En revanche, si des zones d'expansion contrôlées existent, la crue perd de son ampleur et de sa force. Concrètement, laisser de l'espace au cours d'eau peut s'avérer plus efficace que de le contenir. Le programme, laisser de la place à l'eau, a également transformé notre perception du paysage. Les ouvrages hydrauliques ne sont plus considérés comme de simples ouvrages de défense austère, mais s'intègrent aux parcs, aux réserves naturelles, aux zones agricoles réaménagées et aux nouveaux espaces publics. La protection contre les inondations se conjugue à la qualité urbaine et à la restauration environnementale. Au lieu d'ériger une frontière rigide entre nature et ville, les territoires sont conçus pour pouvoir être inondés sans que cela ne devienne une catastrophe. Cette approche témoigne d'une grande maturité technique. Les Pays-Bas ont compris qu'il n'est pas nécessaire d'évacuer toute l'eau. Parfois, la sécurité réside dans la capacité à choisir où elle peut pénétrer. Cette décision exige des cartes, des risques, des accords avec les communautés, des indemnisations, un réaménagement du territoire et une vision à long terme. Il ne s'agit pas d'une solution simple, car elle implique d'accepter que certaines zones aient une fonction hydraulique lors d'événements extrêmes. Dans un pays où chaque mètre carré a de la valeur, réserver de l'espace à l'eau est une décision fondamentale. Cela signifie que le territoire n'est pas organisé uniquement pour des raisons économiques immédiates, mais pour la survie collective. Le mystère apparent des Pays-Bas, vivre sous le niveau de la mer sans être inondé, ne se résout pas uniquement par des digues gigantesques. Il se résout aussi par une approche humble face aux cours d'eau. Le pays a compris que l'eau peut être un ennemi lorsqu'on la néglige, mais aussi un allié lorsqu'on la maîtrise. Le projet Room for the River illustre ce changement de paradigme. Il ne s'agit pas de dompter l'eau partout, mais de choisir avec soin les endroits où elle peut circuler. Les systèmes nationaux de protection contre les inondations sont insuffisants si les villes ne sont pas préparées aux pluies extrêmes. Dans un contexte climatique plus variable, une tempête intense peut saturer les réseaux d'assainissement urbain, même lorsque la mer est calme et que les cours d'eau ne sont pas en crue. C'est pourquoi les Pays-Bas travaillent également sur l'adaptation urbaine. Il ne s'agit plus seulement de protéger le pays de ses frontières, mais aussi de rendre chaque quartier plus résilient face à l'eau. Rotterdam en est un exemple emblématique. La ville combine port, industrie, quartiers densément peuplés et zones basses. On y a aménagé des places d'eau,
des toitures végétalisées, des espaces publics inondables et des systèmes de stockage temporaire. Une place d'eau peut servir de terrain, de sport ou d'espace de loisirs en temps normal et de réservoir lors de fortes pluies. Au lieu de déverser immédiatement toute l'eau dans le réseau d'égouts, elle la retient et réduit la pression sur celui-ci. Les toitures végétalisées ont une autre fonction. Elles absorbent une partie des eaux pluviales, ralentissent le ruissellement, améliorent l'isolation thermique et atténuent l'effet d'îlot de chaleur urbain. Dans une ville située en zone basse, chaque minute compte. Si toute l'eau de pluie atteint le système de drainage en même temps, les gouttières et les canalisations se saturent. Si une partie est retenue sur les toits, dans les jardins, les parcs et les réservoirs, la pression maximale diminue. Il existe aussi des quartiers et des habitations conçus pour coexister avec les fluctuations du niveau de l'eau. Certaines maisons flottantes ou amphibies peuvent s'élever avec le niveau de l'eau dans des conditions contrôlées. Elles ne constituent pas une solution pour l'ensemble du pays, mais illustrent une idée centrale. L'adaptation ne consiste pas toujours à tenir l'eau à distance. Il s'agit parfois de concevoir des bâtiments capables de tolérer sa présence. Dans les zones portuaires et riveraines, l'urbanisme intègre des marges de sécurité, des voies d'évacuation, des surélévations de terrain, des barrières locales et des matériaux résilients. La ville est conçue comme une infrastructure hydraulique étendue. Rues, parcs, parkings, places et bâtiments peuvent tous faire partie du système. Cette adaptation urbaine est moins visible qu'une digue de protection contre les ondes de tempête, mais elle devient de plus en plus importante. Les inondations modernes ne se manifestent pas toujours comme une vague déferlante. Elles peuvent se présenter sous forme de pluies torrentielles qui saturent les égouts, d'un canal qui monte lentement, d'une combinaison de marées hautes et de drainage obstrué, ou d'infiltrations affectant les sous-sols et les tunnels. La menace est multiforme et, par conséquent, la réponse doit l'être également. Le sous-sol urbain ajoute une complexité supplémentaire. Aux Pays-Bas, on trouve des tunnels, des parkings souterrains, des réseaux électriques, un métro, des systèmes d'égouts et des câbles dans des zones où la gestion des eaux souterraines est cruciale. Une ville basse ne protège pas seulement ses rues, elle protège aussi ce qui se trouve en dessous. Cette dimension souterraine crée une vulnérabilité silencieuse, car de nombreuses failles restent invisibles jusqu'à ce que l'eau s'infiltre. La ville néerlandaise moderne ressemble à un organisme conçu pour absorber les chocs. Elle n'est pas invulnérable, mais elle dispose de mécanismes de redondance. Si une zone reçoit trop d'eau, une autre peut la stocker. Si un canal déborde, une vanne régule le débit. Si les précipitations dépassent un certain seuil, un espace public change de fonction. La normalité urbaine repose sur cette capacité de transformation rapide. Le système néerlandais est l'un des plus avancés au monde, mais il n'élimine pas les incertitudes. Le changement climatique soulève une question délicate. Dans quelle mesure un pays de faible altitude peut-il s'adapter à une montée des eaux qui se poursuit pendant des siècles? Les scénarios varient en fonction des émissions mondiales, de la dynamique des glaces polaires et de la réaction des océans. Mais la tendance générale est claire, la mer monte, et un pays deltaïque doit se préparer avant que le changement ne devienne irréversible. La difficulté ne réside pas uniquement dans le niveau moyen de la mer. Les tempêtes, les marées, les vagues, le débit des cours d'eau et l'affaissement des terres ont également un impact. Une élévation de quelques centimètres peut paraître insignifiante, mais dans les systèmes côtiers de faible altitude, elle modifie les marges de sécurité. Une vanne doit être fermée plus fréquemment. Une dune a besoin de plus de sable. Une digue doit être renforcée. Le déversement des cours d'eau dans la mer peut devenir plus difficile si le niveau de la mer est supérieur à celui du fleuve à certaines périodes. L'affaissement des terres accentue le problème. Dans les zones de turbidité ou de sédiments meubles, le sol peut continuer à s'affaisser sous l'effet du compactage, du drainage et des activités humaines. Cela crée une sorte d'effet de ciseau, le niveau de la mer monte et certaines terres s'affaissent. La différence relative s'accroît. Les ouvrages d'ingénierie doivent s'adapter à ces deux mouvements. Le programme Delta néerlandais s'attaque à ces problèmes grâce à des plans à long terme. Son approche englobe la sécurité contre les inondations, la disponibilité en eau douce et l'adaptation spatiale. La protection n'est plus seulement envisagée pour la prochaine tempête, mais pour des décennies. Le pays travaille par scénario, procède à des évaluations régulières et prend des décisions progressives. Plutôt que d'opter pour une solution unique et définitive, il cherche à maintenir l'ensemble des options ouvertes. Cette flexibilité est cruciale, car nul ne connaît avec une précision absolue le rythme futur des changements. Si le niveau de la mer monte modérément, des renforcements, l'apport de sable, de meilleures digues et l'adaptation territoriale suffiront. Si la montée s'accélère en raison d'une fonte massive des glaces au Groenland ou en Antarctique, les décisions pourraient devenir beaucoup plus radicales. Face à cette perspective,
d'énormes questions se posent. Jusqu'à quel point le littoral peut-il s'élever? Quelles zones doivent être protégées en permanence? Quelles infrastructures doivent être adaptées en priorité? Comment garantir l'approvisionnement en eau douce? Et que faire des territoires dont l'entretien devient de plus en plus coûteux? Le mystère non résolu n'est pas de savoir si les Pays-Bas savent se défendre aujourd'hui. Les faits démontrent qu'ils le font avec une efficacité remarquable. Le mystère réside dans la durée de cet équilibre, si les conditions planétaires évoluent plus vite que les activités humaines. La réponse ne dépend pas uniquement des ingénieurs néerlandais. Elle dépend aussi des émissions mondiales, de la politique internationale, de l'économie, des technologies et du comportement des calottes glaciaires situées à des milliers de kilomètres. Pourtant, l'histoire néerlandaise révèle un atout. Le pays n'attend pas que le problème devienne manifeste pour agir. Sa culture hydraulique repose sur l'anticipation. Cela ne garantit pas une sécurité absolue, mais réduit l'improvisation. Dans un monde où de nombreuses villes côtières réagissent tardivement, les Pays-Bas étudient les scénarios avant qu'ils ne deviennent des situations d'urgence. La grande leçon est que vivre sous le niveau de la mer ne signifie pas défier la nature avec arrogance. Cela signifie accepter ses lois avec une extrême précision. Chaque digue, chaque pompe, chaque canal, chaque barrière et chaque zone inondable fait partie d'un pacte fragile. L'eau cherche toujours à revenir. Les Pays-Bas calculent toujours comment l'empêcher, la détourner ou la recevoir sans s'effondrer. En résumé, les Pays-Bas vivent sous le niveau de la mer car ils ont transformé une menace géographique en une structure nationale. Leur sécurité ne repose pas sur un projet unique, une invention isolée ou une frontière rigide avec l'océan. Elle repose sur un système global composé de digues, de dunes, de polders, de stations de pompage, de canaux, de barrières mobiles, de plans d'urbanisme, de régies de l'eau, de modèles climatiques et de décisions politiques mises en œuvre au fil des siècles. La clé réside dans la continuité. Une digue abandonnée cesse d'être une défense. Une pompe non entretenue devient une vulnérabilité. Une ville qui imperméabilise toute sa surface accumule les risques. Un littoral qui n'est pas réapprovisionné en sable perd sa protection. C'est pourquoi le modèle néerlandais fonctionne comme un système de surveillance permanent. Le pays n'a pas vaincu l'eau d'un seul coup. Il la gère au quotidien. Il a également appris à adapter sa stratégie. D'abord, il a construit des digues pour empêcher l'eau d'entrer. Ensuite, il a construit des ouvrages monumentaux pour fermer les chenaux dangereux venant de la mer. Plus tard, il a compris que certains fleuves ont besoin d'espace, que certaines places peuvent stocker l'eau de pluie et que certaines villes doivent être conçues pour coexister avec des événements extrêmes. Cette évolution montre que la protection n'est pas une idée figée, mais une adaptation continue. Le paradoxe persiste. L'un des pays les plus ordonnés, prospères et interconnectés d'Europe repose sur un territoire qui, sans intervention humaine, serait bien plus vulnérable. Sous ses routes, ses ports, ses fermes et ses quartiers modernes se cache une machinerie silencieuse qui soutient la vie quotidienne. L'eau est omniprésente, tantôt en surface, tantôt derrière une barrière, tantôt sous terre, tantôt en attente d'une tempête. Les Pays-Bas ne subissent pas d'inondations, car ils ont appris à appréhender l'eau comme peu d'autres régions du monde. Ils la mesurent avant son arrivée, la contiennent lorsqu'elle menace, la pompe lorsqu'elle s'accumule et lui ménagent de l'espace lorsque c'est nécessaire. Cette combinaison de calcul, de conscience historique et d'ingénierie transforme un pays de faible altitude en une véritable centrale hydroélectrique. Mais la tension demeure. À l'avenir, le niveau de la mer montera, les rivières se modifieront et les tempêtes mettront à l'épreuve chaque marge de sécurité. L'histoire néerlandaise n'est pas encore terminée. Elle continue de s'écrire en centimètres, en écluses et au gré des marées.